Bonjour, je m'appelle Ève de Gary-Lemanque. À ceux et celles qui se joignent à nous, ça me fait vraiment plaisir de vous recevoir pour ce 7e midi-conférence pandémique du Musée régional de Rimouski. C'est notre premier de 2021. Alors aujourd'hui, c'est vraiment extraordinaire parce qu'en fait, pour débuter l'année, je reçois Dominique Blain. C'est un grand plaisir. Dominique Blain, artiste, qui vient discuter avec nous pour une trentaine de minutes autour de l'exposition collective Tribune. Alors, Tribune, c'est une petite expo collective qui regroupe une quinzaine d'œuvres, toutes issues de la collection du Musée régional de Rimouski. C'est une expo qui nous permet, dans le fond, vraiment de découvrir 6 pratiques artistiques engagées, militantes, profondément humaines, qui traitent de plusieurs sujets aussi complexes que le colonialisme, les droits de la personne, les scandales politico-militaires, les questions du patrimoine architectural, les politiques territoriales, le racisme systémique, le trauma et le deuil. Alors, Expo Laboratoire aussi, je dois vous dire que Tribune, qui a débuté le 8 avril dernier et sera présentée jusqu'au 30 mai avec réouverture prévue mercredi prochain, je dois le dire. Donc ça, c'est vraiment un grand bonheur aussi, double bonheur donc, avec Dominique Blain aujourd'hui. Cette exposition, ce qu'elle a de particulier, c'est qu'aux côtés des œuvres d'art actuelles, on a également présenté des artefacts, des documents d'archives, en fait, plusieurs documents qui permettent d'aller plus loin pour mieux comprendre la pratique des différents artistes, mais aussi le travail mené par la commissaire ou la conservatrice en art contemporain lorsqu'elle va traiter, par exemple, les dossiers d'acquisition d'œuvres. Alors, ça vous fait découvrir pourquoi ces œuvres, on les trouve extrêmement pertinentes, puis comment poursuivre et actualiser aussi une réflexion qui a été entamée parfois des années plus tôt. Alors, je vous présente dès maintenant un bref clip qui nous présente des images de l'exposition. Alors, rebonjour. Alors, on a Dominique Blain avec nous aujourd'hui. Dominique Blain, donc artiste qui a une pratique postmoderne qui s'appuie sur une relecture de l'objet ou de l'image médiatique dont elle exploite le potentiel narratif afin de susciter une réflexion sur des questions d'injustice sociale et politique telles que le colonialisme, l'esclavagisme, le sexisme, le totalitarisme et le racisme systémique. Alors, Dominique Blain, une artiste qui, donc, a eu plusieurs expositions majeures, non seulement au Québec, au Canada et à travers le monde au cours des dernières années, et qui s'est méritée aussi pour ses divers accomplissements plusieurs prix, dont en 2009, le prix Les Ailes de l'Art, décerné par Pratt & Whitney ainsi que le Conseil des arts de Montréal. En 2014, le prix Hommage Artiste pour la paix, ainsi que le prix Paul-Émile Bordua la même année. Et finalement, en 2016, c'est là qu'on voit en fait la pluridisciplinarité de ta pratique, Dominique. En 2016, tu as obtenu un prix Opus pour Concert de l'année Montréal pour ta participation, collaboration en fait à l'opéra The Trials of Patricia Izaza. Donc, une production chant libre avec une mise en scène de Pauline Vaillancourt. Bonjour, Dominique. Bonjour. C'est vraiment super de te rencontrer aujourd'hui. Puis, alors, il faut dire que dans l'exposition Tribune qui est présentée actuellement au Musée régional de Rimouski, tu as 2 œuvres qui sont exposées. C'est des œuvres de la fin des années 80 quand même, hein? Je n'ai pas vu depuis longtemps, d'ailleurs. C'est tellement extraordinaire de les voir en vrai. Là. Moi, je te dirais ça, j'étais vraiment emballée. Alors, à gauche, on voit Empty Box, Boîte vide de 1989. Puis à la droite, on voit Sans titre
Big Game de 1987. Oui, alors c'est une œuvre qui faisait partie de ma toute première exposition en galerie. C'était à l'époque à la galerie Christiane Chassé. C'était donc la première fois qu'on me donnait un espace que je n'avais pas choisi. C'était un grand espace ouvert. Et dès cette première exposition, j'ai compris que ce qui m'intéressait, c'était non seulement de montrer les œuvres, mais de les montrer dans une mise en scène réfléchie pour amener le spectateur à suivre un certain parcours. Et je trouvais que ça avait une certaine importance dans la lecture des œuvres, parce qu'une fois que tu parcourais toute l'expo, tu devais y revenir à travers les différentes pièces. J'avais donc divisé l'espace, je pense, en 4 salles. Et c'est resté avec moi, ça, cette façon de travailler, c'est-à-dire que l'espace est toujours ma page blanche, mon canevas de base. Dans lequel je vais travailler. Et parfois, je crée des installations spécifiquement pour le lieu, que ce soit parce que c'est une architecture particulière ou par la résonance que l'architecture va avoir dans la présentation de l'œuvre. Donc, dans cette expo, j'avais une première installation qui consistait en 7 personnages assis en cercle avec une série de photos de mains d'hommes blancs qui faisaient des gestes parfois tout à fait anodins, mais qui parlaient de communication, mais qui parlaient aussi de pouvoir. Et à l'époque, on parlait très peu de la situation des femmes, et surtout des femmes en burqa, c'est ce qu'on peut voir là, alors qu'à l'époque, moi, j'avais trouvé une photo qui m'avait vraiment frappée de cette femme assise au milieu d'une rue dévastée par la guerre. Et donc, j'avais décidé de travailler cette idée de l'objet juxtaposé à la photo. On a toujours, comment dirais-je, plus d'aisance à être devant une photo que devant un objet, surtout ces personnages-là que j'avais créés. Et le fait est que ça avait vraiment créé un certain malaise, en tout cas, certainement une réaction très forte de la part du public en entrant dans la galerie. Or, la deuxième œuvre de cette expo-là était dans une toute petite pièce, donc un contraste avec la première, et c'était le banc de zèbre avec cette photo que j'avais trouvée. Je pense que c'était dans un magazine Live parce que je les collectionnais. En fait, je fouillais dans les librairies de livres usagés puisque à l'époque, l'Internet n'existait pas. On ne peut pas faire de recherche comme on peut le faire aujourd'hui. Donc, j'ai finalement une quantité assez impressionnante de magazines de livres que je trouvais dans les magasins de livres usagés. Donc, cette petite photo-là, qui était toute petite, c'était comme, ce qu'on dit, un snapshot, finalement, une photo souvenir d'un voyage que j'ai agrandi. Assez grande, hein, quand même, c'est plus sur la même surface. Oui. C'est maintenant sur 1000 arts, donc il y a une certaine transparence à l'image que j'avoue, moi, en fait, il faut dire, en tant que commissaire puis en tant que conservatrice, c'est une œuvre, ça, qui a été acquise il y a à peu près 20 ans, je crois, par le musée. Donc, c'est une œuvre, en fait, qui est encaissée depuis que je suis en poste. Donc, j'avais jamais eu la chance de la voir. Je savais qu'on l'avait. J'avais éventuellement envie de la voir. Puis lorsque s'est présenté cette chance de commissarier tribune, je me suis dit que c'était le moment, finalement, de regarder les plus ou moins petits bijoux de Dominique Blain qu'on avait dans nos collections, parce que je dois dire que Empty Box aussi, c'est assez grand. Mais ce qui est assez intéressant, je trouve, avec son titre Big Game, tu as parlé tantôt de la notion d'espace, puis de la manière dont, lorsque tu as fait ta première expo déjà à la galerie Christiane Chassé en 1989, tu as vraiment réfléchi l'espace à la question de la déambulation du spectateur, la manière, cette façon aussi qui est très, donc, muséologique aussi de réfléchir ou comment je pourrais dire, de faire réfléchir le visiteur d'une certaine manière parce que tu le diriges d'une certaine façon, un peu comme un réalisateur va faire un film au cinéma. Tu sais, des fois, on s'en rend plus compte à force de consommer les médias, à force de consommer du cinéma, mais veut pas, c'est ça, un film. Même le documentaire, en fait, on a l'impression qu'il n'y a pas nécessairement de point de vue puis que c'est objectif, mais il y a toujours une manière de présenter l'histoire
qui Absolument. déjà nous amène certaines idées. Puis dans son titre Big Game, si on pouvait revoir une image, ce que je trouve assez aussi étonnant, c'est que là, l'objet est un banc, puis il y a toute cette question aussi du mobilier muséologique. Oui, d'ailleurs, oui, ça me fait penser que à la base de cette création, j'étais allée visiter un musée à Washington, la Phillips Collection, si je me souviens bien. Et il y avait une pièce pour voir une œuvre de Degas. Il y avait un seul banc devant. Et ça, je me souviens de l'avoir gardé en tête. Cette façon de présenter une seule œuvre avec un seul banc devant. Et c'est là qu'est venue l'idée de présenter cette photo-là de la même manière. Mais je viens de m'en souvenir parce que tu viens de mentionner cette approche-là. Mais oui, c'est une approche tout à fait muséale. Là, ce qui est dérangeant, c'est que je suis pas sûre qu'il y a tellement de gens qui se sont assis sur le banc, même s'ils avaient eu la permission. Il y a quelque chose d'extrêmement dérangeant. Je pense à l'idée de pouvoir s'asseoir et en plus de s'asseoir pour regarder cette photo-là en particulier, qui est très malaisante. Donc, à Christiane Chassé, déjà en 89, en fait, les gens ne s'assoyaient pas nécessairement sur le banc. Là. Ils n'étaient pas sûrs s'ils pouvaient le faire. Ben, j'étais pas là pour le vérifier, mais j'en serais étonnée, en fait, que les gens s'assoyaient. Puis on sait que ça existait, des objets comme ça. J'en ai trouvé beaucoup dans ma documentation visuelle. On allait à la chasse, on faisait des safaris, et on faisait des tables avec les pieds d'éléphant, puis on faisait des tables avec les défenses. Bref. Ça devient des espèces de trophées de chasse, là, des espèces de souvenirs. Comme on avait des souvenirs Exactement. Du Grand Tour en Europe, ben là, on se retrouve quand on va en Afrique en tant que blanc bien nanti, finalement, en tant que colon. Bien souvent, c'était les souvenirs qu'on rapportait. Là. Absolument. Et ce qui m'a aussi choqué dans cette photo, c'est qu'à l'époque, ça c'est une photo qui est apparue dans les années, je pense, début des années 50, jamais on aurait montré les seins d'une femme blanche. Jamais. C'est vrai. Alors, aucun scrupule à montrer ceux d'une femme noire. Aucun. Donc, elle devient un trophée à quelque part elle-même. Il y a quelque chose, on avait, je pense, utilisé le terme ethno-porn à l'époque. Une sorte de voyeurisme aussi. Et ça, c'était frappant dans les National Geographic, dans les Life, dans les Look Magazine, dans tous ces magazines-là. On traitait les femmes de couleur, en fait, les femmes qu'on voyait dans ces différentes communautés de cette façon-là, sans aucun égard. Oui, ça là, vraiment plusieurs questions par rapport à l'image de la femme, mais aussi notre rapport à la femme noire, la femme de couleur, mais aussi notre rapport à l'image en général. Puis si je me permets, est-ce qu'on pourrait aller vers Boîte vide, Empty Box, parce qu'il y a aussi cette question-là de l'image, cette question du rapport à l'autre, cette question de la documentation, puis de la présentation de la documentation aussi. Parce que là, bon, il y a plusieurs points de vue, hein? C'est difficile à présenter en photographie Empty Box quand même. En fait, on peut la résumer ici. C'est vraiment comme si on avait ouvert une grande caisse en deux parties. Et encore une fois, le rapport physique du spectateur à l'œuvre, pour moi, a beaucoup d'importance. Et c'est clair dans cette œuvre-là parce qu'on peut pénétrer dans cette caisse puisqu'elle est ouverte. Elle peut laisser passer une personne. Et moi, je me souviens, parce que ça fait longtemps que je ne l'ai pas vu, que le son change quand on est à l'intérieur. Hein? On est dans un espace très intime malgré l'ouverture de la boîte. Donc, d'un côté, il y a la photo de cet autochtone que j'avais trouvé, si je me souviens bien, dans un scrapbook, parce que j'achetais aussi les scrapbooks que je trouvais dans les magasins d'usagers. Il y avait des gens qui laissaient ces scrapbooks avec des photos. Là, on pouvait comprendre leur intérêt selon les photos. Mais bref, cette photo-là, je n'ai jamais réussi à trouver la source. Mais ça nous rappelle les photos d'Edward Curtis, les photos très connues. Je veux dire, c'est quelqu'un qui a photographié, qui a fait plus de 80 000 photos pour documenter, donc, je pense, 80 nations différentes en Amérique du Nord, dans différents États et même jusqu'en Alaska. Ça, c'est toute une autre question. C'est vraiment intéressant ce qui se passe avec ces photos aujourd'hui parce qu'il y a toute une controverse aussi par rapport à la représentation qu'il en faisait et comment il romantisait finalement. Mais bref, on ne va pas rentrer là-dedans, ça serait une autre demi-heure de discussion. Mais et ce qui était frappant, c'est que ce cliché, cette image, ça colle tout à fait au cliché de
de l'image de l'Indien de l'époque. Mais on ne sait pas de quelle époque. Et puis, l'autre côté de la caisse, c'est de l'intérieur de la caisse, c'est une coupe à blanc. Donc, deux images qui évoquent finalement une espèce d'effacement dans le cas de la forêt, ou en tout cas la disparition d'une culture, la disparition d'une forêt, et ce regard, parce que pour moi c'est très important, le regard de ce personnage qui est très direct, qui est très tout à fait confrontant. C'est d'ailleurs ce qu'on voit en premier lorsqu'on entre dans la salle. Oui, parce que c'est vrai qu'il y a une importance, comment on présente la caisse. Qu'est-ce qu'on voit en premier? Est-ce qu'on voit que la caisse, que le bois extérieur? Alors, ça aussi, aussi un travail je dirais, de cadrage qui rappelle effectivement le cinéma. Je pense que ça m'a toujours habité, cette préoccupation. J'ai même fait des cours à New York. J'ai pris un cours de cinéma pour comprendre comment se construisait un film, et ce qui m'intéressait le plus, c'était vraiment comment on découpait finalement les scènes qu'on tournait, qu'avec la même scène, on pouvait faire 45 histoires différentes. Bref, ça aussi, ça me c'est fascinant. Je me permets de faire un petit rappel. Ceux et celles qui viennent de se joindre à nous, pour vous mettre en contexte, en fait, je rencontre l'artiste Dominique Blain autour de l'exposition collective Tribune qui est présentée au Musée régional de Rimouski jusqu'au 30 mai prochain. En fait, le musée est actuellement fermé, mais l'exposition va reprendre dès mercredi prochain. Alors, il vous restera quand même quelques jours pour la visiter. Alors, Dominique Blain, là, on parlait beaucoup de la question, bien sûr, autour des deux œuvres qui sont présentées dans le cadre de Tribune, soit Boîte vide, Empty Box de 89 et Sans titre, Big Game de 87. Puis on arrivait à toutes ces questions assez particulières aussi de l'image de l'Autochtone, l'image de la femme de couleur, qui sont directement questionner finalement dans ces deux œuvres-là. Puis il y a plusieurs questions, tu sais, j'ai l'impression, en fait, on pourrait même dire que dans cette seconde partie des années 80, la question du colonialisme et du post-colonialisme était au cœur de ta pratique, de ta démarche. Oui, et c'était étonnant pour beaucoup de gens. Et moi, je m'en étonnais aussi dans le sens où je me disais, mais mon Dieu, ce que je découvrais était tellement révélateur, choquant. J'avais un désir de faire ressortir ces images-là de l'oubli. Et j'étais en fait préoccupée par la politique de représentation, en particulier par le rôle que la photographie a joué dans la perpétuation des attitudes colonialistes du 19e et du 20e siècle. Ça posait aussi la question, qu'est-ce qu'on regarde aujourd'hui qui sera inacceptable demain? C'était tellement frappant que ces images-là étaient acceptées, en tout cas du moins en Amérique du Nord. Mais c'est ça, j'avais même fait une œuvre à partir d'images que je trouvais systématiquement dans à peu près tous les livres qui parlaient des safaris, des voyages en Afrique, en Asie, d'anglais, de français, de belge, où on plaçait toujours la même image, que ce soit au début ou à la fin, de l'auteur porté par les gens qu'il visitait, que ce soit sur une chaise sedant, que ce soit sur les épaules pour pas qu'il se mouille les pieds quand il descendait du bateau. Donc, la caméra est un outil de pouvoir. En fait, c'est clairement encore un outil de pouvoir. En fait, c'est ça, établir un rapport de force. Et c'est ça, en fait, qui m'intéressait. Comment reprendre ces images-là et les tourner sur elles-mêmes. Et cette œuvre que vous voyez, qui s'appelle India, c'est aussi un exemple de comment je travaillais aussi la matière première, en fait, qui était dans ce cas-ci The Times, un journal anglais, je pense que c'est 1948, où je juxtaposais par transfert d'autres images. Ici, on voit des hommes blancs, chemises blanches, cravatés, qui marchent dans une direction pendant que des gens transportent dans l'autre direction tous leurs avoirs parce qu'on les a délocalisés et on leur a enlevé leur lieu de vie.
en ajoutant le pneu qui s'appelle India, ça dit sous cette annonce de pneus que ces pneus India, they're fitted for Bentley cars, donc ils sont faits pour les voitures Bentley, donc les voitures les plus chères. Ouais. On voit c'était qui leur public cible, hein, quand même. Ben voilà, exactement. Dans d'autres cas, là, vous avez montré une page. J'avais trouvé une série de revues qui s'intitule Le Monde colonial illustré. Oui, une telle chose a existé. Qui était donc envoyée des colonies africaines à Paris ou ailleurs en Europe. Et j'ai aussi juxtaposé les images pour amener donc le titre du magazine ailleurs et nous faire réfléchir. J'avoue que tu m'en avais parlé du Monde colonial illustré, puis de ces lectures-là que tu faisais, ces documents pas si anciens finalement, hein, il faut le dire. Non, c'est le début du... En fait, là, je peux pas voir, là, c'est trop petit, mais il me semble que ça date des années 30. 1930. Oui, c'est ça, parce que suite à nos conversations précédentes, lorsque je travaillais sur l'exposition en tant que telle, là, je suis allée faire des recherches justement sur le Monde colonial illustré. Puis, j'ai tout est numérisé maintenant, tout est disponible en ligne. Puis, je pense que c'est à peu près 1928 à 1936, fait que c'est une période assez brève, mais c'est fou de se dire que ça fait moins de 100 ans, là. Oui, exactement. C'est une relation profondément malsaine à des territoires, mais à des individus qui vivent sur ces territoires-là, comme, en tout cas, cette espèce de relation de pouvoir, mais de possession aussi, là, qui... Oui, effectivement. Mais bref, c'est important pour moi. C'est comme un devoir de mémoire. Puis, on ne peut pas comprendre le présent. Moi, en tout cas, le moteur initial, c'est que j'ai toujours essayé de comprendre le monde dans lequel je vis. Et c'est en passant par mes recherches que j'ai pu comprendre ce qu'ont vécu mes parents. Tu sais, on me demande souvent comment c'est tant préoccupé de la guerre. En fait, j'ai beaucoup parlé aussi de la guerre dans mon travail. C'est par ces recherches-là. Au début, je travaillais beaucoup avec les magazines des années 40, 50, donc c'est des années que mes parents ont connues. Et c'était des magazines nord-américains, donc c'est une représentation du monde dans lequel nous vivions, mes parents, pour moi. Et là, je suis allée plus loin en arrière, donc j'ai exploré donc toute cette partie la première partie du 19e siècle, et c'est là que j'ai découvert toute la documentation dont je me suis servie. Mais c'est toujours dans l'intention de comprendre, puis de réfléchir et de parce qu'on peut pas vraiment, je pense, comprendre le présent si on s'intéresse pas au passé, c'est pas possible. Et moi, ce qui m'inquiète aujourd'hui, c'est que tout disparaît tellement vite. Et c'est contradictoire parce qu'on a tout à portée de la main en même temps, hein? Sur Internet, on peut tout voir. Et c'est peut-être un peu ça qui m'a donné l'idée de maintenant me servir d'images sur Internet pour créer des œuvres afin que les images qui passent très rapidement et on fait un clic puis elle disparaît, les remettre physiquement, qu'elles existent physiquement. Donc maintenant, je reproduis des images que je trouve sur Internet en les imprimant puis en faisant une œuvre pour qu'elles aient physiquement une présence. Pour qu'on ait à ce moment-là un certain devoir de mieux les regarder, un certain devoir de compréhension, de prise de conscience. Oui, je pense que c'est super important. Puis c'est paradoxal quand même, cette question de l'image numérique ou de l'Internet, parce qu'on se retrouve en effet à des images qu'on consomme à un rythme encore plus effarant qu'auparavant. On les regarde presque pas. Cependant, elles restent sur Internet. Je pense que tout le temps, dans notre histoire, en fait, à chaque moment qu'on va avoir, qu'Internet va exister, puis qu'on aura des archives numériques, ces images-là seront présentes. On ne peut pas vraiment les supprimer. Donc, oui, par contre, dans le nombre, ils ont fini par perdre quelque chose aussi. Hein, elles sont là sans être là. Puis je pense que la question, ça soulève plein de questions, justement, le devoir de mémoire aujourd'hui, qu'est-ce qu'on en fait? La question de l'archive aussi à l'ère du numérique, c'est des questions extrêmement complexes. On ne peut pas traiter de ces sujets-là de la même manière qu'on en traitait auparavant. Puis d'ailleurs, ça m'amène peut-être à poser cette question, mais
Alors que tu as fait des œuvres telles que Boîte vide ou que Sans titre, Big Game à la fin des années 80, à une époque où est-ce qu'on parlait pas beaucoup de colonialisme et de post-colonialisme, aujourd'hui, dans le contexte de l'époque, c'était particulier. Est-ce que ça, c'est des œuvres qui pourraient être refaites aujourd'hui? Puis à ce moment-là, c'est plus délicat, c'est assez difficile. Hein? On a quand même beaucoup de... C'est-à-dire que le fait est que ces œuvres-là sont dans votre expo aujourd'hui, puis je pense qu'elles n'ont pas perdu en pertinence. Donc, parfois, je souhaiterais qu'elles ne soient plus pertinentes. Malheureusement, l'histoire, j'ose pas dire que l'histoire se répète parce que c'est jamais exactement la même chose, mais la plupart des œuvres du passé ont encore une résonance aujourd'hui. Et donc, si on me demande est-ce que tu ferais ce que... Bon, évidemment qu'on évolue, mes sujets aussi, j'ai continué mes recherches et au fil des années, j'ai rapproché finalement mes œuvres de l'actualité. Mais moi, je pense que l'art est un outil privilégié pour faire voir le réel. Et pour moi, le rôle de l'artiste, en fait, c'est effectivement de remettre les choses en question, de nous donner, de nous offrir un autre regard sur le monde dans lequel on vit. Et puis, bref, je trouve que c'est absolument essentiel. Et j'ai beaucoup de difficultés avec ce qui se passe aujourd'hui. Je suis très troublée parce que il y a une certaine forme d'intolérance qui amène automatiquement à la censure. Et ça, je trouve ça très, très malheureux et en même temps très inquiétant parce que je pense que c'est comme si on limitait puis on guettait, on créait des gâteaux alors qu'on parle d'inclusion, alors qu'on parle de se rapprocher les uns des autres. Alors, voilà, donc je suis très préoccupée par ces questions, effectivement. Oui, c'est vraiment d'autant plus pertinent aujourd'hui là, d'être capable de mettre sur pied des espèces d'espaces sécuritaires où est-ce qu'on a la discussion, puis où est-ce qu'on a de véritables échanges sur des questions qui demeurent primordiales. En fait, merci Dominique Blain pour cet extraordinaire mais bien trop court entretien. C'est un plaisir, mais c'est un honneur aussi, une pratique que j'admire beaucoup. Alors, pour terminer, je voulais vous mentionner à tous et à toutes qui nous écoutent que l'exposition Tribune va donc rouvrir au public mercredi prochain, le 19 mai. Et puis, l'exposition va se poursuivre jusqu'au 30 mai inclusivement. Venez la voir. C'est vraiment super de voir des œuvres telles que celles de Dominique Blain qui sont toujours actuelles, puis qu'on réactualise aussi dans cette nouvelle exposition qui est commissariée. En tout cas, du moins, je l'espère. Là, j'y prétends pas nécessairement. Puis ensuite, je vous donne rendez-vous mercredi prochain, 19 mai toujours, cette fois à 12h30, pour un prochain midi-conférence. Cette fois, on va rencontrer l'artiste Maryse Goudreau. Merci encore. Merci. On se laisse sur quelques images d'œuvres de Dominique.